Yo, c'est Jules, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le crayon, un œil pour œil. Nous sommes aujourd'hui exceptionnellement en Zoom. Nous sommes avec Nicolas Imbert. Nicolas Imbert, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir pour cette interview pour le crayon. ravi et désolé de le faire à distance, mais effectivement, on doit apprendre les joies d'une communication virtuelle en ces temps troublés. En effet, alors c'est vrai que on avait très envie de faire cette rencontre avec Monsieur Imbert et c'est donc pour ça qu'on a maintenu ça à distance. On essaye en général de faire plutôt en physique quand on peut, vous le savez. Mais bon, aujourd'hui, on va parler de plusieurs thèmes. On va parler de résilience alimentaire, d'économie circulaire, d'eau, de tous des enjeux du 21e siècle dont on a déjà parlé en lien avec le dérèglement climatique, avec François Gemène par exemple, avec Jean Moreau de Phoenix ou avec Stanislas Gruot. Aujourd'hui, Monsieur Imbert, je vais me permettre de vous présenter un petit peu en guise d'introduction. Vous présidez Green Cross France, qui est une ONG qui est née en 1992 d'une rencontre entre Mikhail Gorbatchev, l'ancien président de l'URSS, enfin l'ancien secrétaire général du Parti communiste en URSS, et le commandant Cousteau, lors d'un sommet en 1992 à Rio, consacré à ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque le dérèglement climatique. Et vous travaillez donc sur ces sujets d'eau, d'alimentation, de sécurité énergétique, de résilience alimentaire, etc. Peut-être pour commencer, pouvez-vous un petit peu me dire par vos propres mots quelle est l'ambition de Green Cross France pour la lutte contre le dérèglement climatique et pour ces enjeux-là que nous avons évoqués. Vous avez très bien précisé en introduction de quoi on parle et d'où on parle. Et c'est effectivement absolument essentiel de voir le lien entre d'où on parle et de quoi on parle. Quand Mikhail Gorbatchev s'est retrouvé face à 140 et quelques chefs d'État à Rio en 1992 qui partageaient la bonne volonté et un intérêt d'agir, mais qui apprenaient à se connaître, à avoir un vocabulaire commun, à discuter des effets du dérèglement climatique. Et à l'époque, on parlait surtout des émissions de gaz à effet de serre et énormément du carbone. Il en est ressorti avec une conviction essentielle, c'est que si on n'agissait pas concrètement, au contact des populations, au contact des territoires, par un mélange de projets concrets et d'actions de transformation très opérationnelles qui viendraient étayer nos plaidoyers, ça allait être extrêmement compliqué. Bon, c'est extrêmement compliqué actuellement. On a vu ce que la dimension systémique et holistique signifiait. C'est l'une des caractéristiques aussi de notre association d'arriver à travailler par cette approche-là plurifactorielle, en étant en fait sur des axes d'intervention qui sont très connectés à la pyramide des besoins de Maslow. L'eau et l'océan, parce que c'est un besoin quotidien qui permet à l'humanité de survivre. L'alimentation, l'agriculture, l'aquaculture, la pêche, parce qu'à l'échelle de la semaine, on a besoin de cette dynamique et de mettre en place cette dynamique-là pour arriver à remplir nos besoins de subsistance. La question des villes et des territoires durables et dans leur dimension énergétique et dans l'ensemble de leurs dimensions, y compris la résilience d'activité, parce que c'est là que l'humanité va prospérer et se développer. Et ensuite, l'économie circulaire, la coopération décentralisée, le maintien de la paix, puisque c'est comme ceci que nous allions arriver à pacifier des sociétés plus sereines. Et face à ces enjeux-là, notre structure Green Cross est une structure qui est ambitieuse, qui a des modes d'action où on vise à la fois la neutralité politique et l'effectivité par rapport au système économique, c'est-à-dire de ne pas rester dans un alter futur minoritaire ou dans en fait des parts du colibri et des gouttes d'eau, mais essayer de faire, et d'ailleurs c'est la vraie démarche du colibri, que la goutte d'eau qu'on est en train d'impulser aujourd'hui suscite une vague de fond et donne à d'autres des clés pour agir, pour être capable, dès aujourd'hui et sans attendre demain, de s'emparer du sujet et d'être dans cette même dynamique. Et c'est comme ça qu'en étant une organisation récente, plus centrée sur des porteurs de projets qu'on appelle chez nous ambassadeurs, que peut-être directement auprès du grand public, on arrive à faire de belles choses, à initier des démarches de transition
mais aussi à mettre en place des plaidoyers et des actions de concertation, comme on l'a fait à la dernière conférence climat à Madrid sur la thématique de l'eau, qui permettent de bouger les lignes et de donner un grand coup d'accélérateur dans une démarche qui reste impulsée par le concret et par l'urgence d'agir. Et où est-ce qu'on en est justement de ces gouttes d'eau qui peuvent devenir fleuves lorsqu'elles s'accumulent? On a parfois l'impression d'un certain désespoir qui gagne notamment les jeunes qui s'engagent et se mobilisent pour manifester en faveur du climat, mais en même temps ont peut-être l'impression que tout est déjà perdu. Alors, on est dans une situation qui est une situation charnière de transformation et de métamorphose importante. La mobilisation des jeunes pour le climat s'est amplifiée au cours de ces dernières années et elle a dû faire face à une surdité incroyable et des acteurs économiques dans un premier temps et des politiques. On se souvient tous dès 1992 de Seven Kulis Suzuki qui nous expliquait vous êtes ce que vous êtes en train de faire et qui disait agissez. Sur cet événement-là, on a vraisemblablement eu un certain nombre de décideurs et de grandes entreprises privées. Je pense à des gens comme Yvon Chouinard, le PDG mythique de la société Patagonia, qui ont compris le message et qui restaient dans une démarche de précurseur. On Donc, l'a vu. c'est une entreprise qui est Bicorp et labellisée, donc qui a un label très très exigeant et qui a le meilleur score au niveau mondial pour ce label, effectivement. C'est absolument. C'est-à-dire que ce mouvement-là a mis à peu près 20 ans à enclencher un mouvement très opérationnel à travers une démarche comme Bicorp, à travers aussi des enjeux de raison d'être, une incarnation d'un capitalisme en contact avec la société qui ensuite a donné des actions très très concrètes. Et on voit que c'est une dynamique fragile. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure avec ce qui s'est passé récemment chez Danone, l'éviction d'Emmanuel Faber et la nécessité incarnée par le successeur d'Emmanuel Faber, dès le début, d'ancrer cette stratégie réconciliée entre la planète, l'humain et les profits au cœur de la stratégie d'entreprise. Mais entre-temps, je reviens sur l'urgence d'agir. Greta Thunberg, quand elle est apparue et quand elle s'est mise à manifester devant le Parlement suédois et à porter son message, a d'abord été décrédibilisée avant d'être écoutée. Et elle a dû aller sur la tribune des Nations Unies et porter un message qui était dur à entendre pour une génération qui est la génération en fait de décideurs qui n'a pas su voir venir et qui n'a pas su anticiper l'urgence du dérèglement climatique et mettre en place le bon système de priorité. Et elle commence tout juste à être entendue pour ce qu'elle a à dire. On a vu également des jeunes porteurs de projets et d'ambitions, je pense en particulier à Camille Etienne, qui vient délivrer un discours structuré, complet, entendu auprès du MEDEF, face à des interlocuteurs qui n'ont même pas la décence de la prendre au sérieux dans un premier temps et qui, une fois son discours passé et entendu, se disent merde, elle avait raison. Et c'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire que cette urgence d'agir que porte une partie de la jeunesse qui est particulièrement importante pour que le reste des priorités puissent s'échelonner, qu'on arrive à sortir tous ensemble de l'isolement dans lequel on est, parce que depuis 20 ans, on a ignoré l'émergence des zoonoses et le fait que le rapport entre l'humain, le vivant non humain et la nature n'était pas le bon. Il y a un rapport du Programme national des Nations Unies, la fameuse UNEP PNUE en français, publié en 2017, qui précise tout ceci et qui précise l'importance vitale de changer complètement notre rapport au vivant pour ne pas avoir à subir les zoonoses. 2 ans avant le coronavirus et avant le drastique changement que le coronavirus a impulsé sur nos sociétés. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que l'illusion que le système économique que nous connaissions jusqu'en 2019 et que les modes de gouvernance que nous connaissions jusqu'en 2019 vont revenir à l'identique une fois le phénomène du coronavirus passé ne tient pas à l'épreuve du fait. Et par contre, dans cette reconstruction sociétale qu'on est en train de vivre en ce moment
sous des contraintes qui sont absolument énormes. On n'est pas dans une logique révolutionnaire où il y aurait une période où on casse tout avant de reconstruire, mais on est beaucoup plus dans une logique, à notre sens, de métamorphose, où il s'agit d'avoir en fait un pouvoir et une voix des jeunes qui se fassent de plus en plus entendre comme une voix de décision et non pas comme une alternative, pardonnez l'expression, gentillonnette, et que dans cette transformation, on replace de manière complètement différente notre échelle et notre hiérarchie des priorités. Oui, alors justement, enfin, il y a deux choses que vous dites que j'aimerais lier. D'une part, on a le coronavirus qui change drastiquement un certain nombre d'acquis qu'on pensait, enfin de choses qu'on faisait, de choses qu'on pensait acquises, de modes de fonctionnement. Et de l'autre, on voit ce qui s'est passé et que vous évoquiez avec Emmanuel Faber, qui était le président directeur général du groupe Danone, qui a été évincé par les actionnaires, des actionnaires minoritaires, en raison de résultats un peu moins bons et de certains reproches parce qu'il aurait passé trop de temps à se consacrer à élaborer les valeurs de la marque et à se dédier à améliorer l'impact environnemental et social de Danone. Est-ce qu'on n'est pas sur une contradiction entre des modes de fonctionnement qu'on veut réinventer et dont vous dites qu'ils sont en train d'être remis à jour, et le retour, enfin le rappel du capitalisme un petit peu bête et méchant? Le cas de Danone est un cas qui est extrêmement intéressant à comprendre et je pense qu'il va être enseigné dans un certain nombre de MBA pour tout ce qu'il représente. Et vraisemblablement, on est sur l'analyse d'un phénomène de société où on est dans une logique tout sauf démocratique et où potentiellement le temps moyen ou le temps long donnera justice à ce qui s'est passé. La démarche d'entreprise incarnée par Emmanuel Faber était une démarche qui visait la triple performance sociétale, écologique, économique, étayée et appuyée par la recherche d'une raison d'être et une démarche d'entreprise en contact avec toutes ses parties prenantes, plus une intégration mondiale au sein du label Bicorp. Parmi le réseau et les différents actionnaires se trouvait un actionnaire minoritaire qui représente un fonds de pension. Et donc, on est d'une part avec ceux qui mettent leur argent dans un fonds comme celui-ci, qui généralement sont des personnes plutôt âgées qui veulent du cash rapidement pour jouir rapidement de leur retraite, dans un contexte global où le pouvoir d'achat des aînés est de l'ordre de 120 à 130% supérieur à celui de la classe active, ce qui ne s'est jamais retrouvé par le passé. Ce fonds d'investissement donne mandat à ses représentants au conseil d'administration pour chercher une seule chose, c'est de la rentabilité à court terme, et le mandat n'évolue pas en fonction des circonstances. Et donc, voyant que son mandat n'était peut-être pas rempli, ce dont on n'est même pas sûr, le fonds en question est allé se chercher un certain nombre d'amis pour changer de PDG et pour tenter d'infléchir la politique du groupe. Et là, ce qui devient très intéressant, c'est que Emmanuel Faber a malheureusement été évincé dans les raisons que l'on connaît, mais la première prise de parole de son successeur a été pour dire que la stratégie qu'il avait su représenter, déployer et mettre en place était la bonne et que lui allait la continuer en tant que nouveau PDG. Et ça montre encore une fois l'ampleur de la métamorphose qui est en cours. Si cette métamorphose était facile à faire, il n'y aurait pas de soubresaut, il n'y aurait pas effectivement de mélodrame et tout se passerait de manière fluide. Mais c'est autre chose qui est en train de se passer et quelque part, j'attends aussi avec impatience que toute cette question de qu'est-ce qu'être une entreprise aujourd'hui, quelles sont les valeurs servies, comment on se positionne, soit une question qui soit examinée au fond de ce qu'elle représente par tous les conseils d'administration. Et en ce qui concerne notre association Green Cross, on est très présent
dans un nombre limité de conseils des parties prenantes, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup à cœur que de fluidifier l'interaction entre les acteurs économiques et la société. Et on se rend compte aussi que les capitaux investisseurs et les entreprises qui placent de l'argent pour compte de tiers, qui ont su le plus possible comprendre et reconnaître qu'est-ce que c'était qu'une entreprise durable et résiliente aujourd'hui, ont même en ces temps difficiles une performance économique supérieure à celles qui ne l'ont pas fait. Parce qu'on n'est pas dans une logique où on va d'abord chercher la performance économique et quand on aura le temps, on fera du social ou de l'environnement. Ça ne marche pas. Ou ça nous conduit au greenwashing. On est dans une logique où on construit sur la résilience la triple performance, et parce qu'en faisant ça, on est plus résilient pour le coup, et donc moins sensible aux aléas, la valeur partagée va être meilleure, qu'il s'agisse de valeurs économiques, de valeurs sociétales ou de valeurs écologiques. Parlons de résilience justement, et parlons de résilience alimentaire. Nous avons reçu plusieurs invités qui militent pour soit du véganisme, je pense à Sandra Krief, qui est une élue du parti animaliste, Brigitte Gauthier de L214, qui lutte contre un élevage intensif. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent justement contre même le fait de manger de la viande. En termes de résilience alimentaire, on a un plan France Relance qui prévoit une stratégie protéique de relocalisation en France d'une agriculture justement génératrice de protéines. Quels sont les enjeux là-dessus et quelle est votre position? Est-ce que arrêter de manger des animaux, on peut permettre quand même d'être autonome en protéines et autonome en aliments en France? Green Cross, en fait, sur ces sujets-là, est sur une logique qui est à la fois très ambitieuse, très opérationnelle, incarnée et en coordination étroite avec ceux qui savent travailler la terre, qui savent travailler le sol, pour à la fois permettre une alimentation de qualité et diversifiée, reconquérir cette qualité des écosystèmes et arriver à ce que, quelle que soit la situation, on puisse trouver localement la diversité qui nous permet de manger et qui nous permet de manger de la qualité. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on est sur une dynamique de transformation des systèmes alimentaires où on a des faiseurs et on a aussi énormément de parleurs. Et je me méfie et je rappelle très souvent l'adage de Coluche, il y a des gens qui ont des idées sur tout et il y a des gens qui ont surtout des idées. Euh, pour tout de suite déminer une question qu'on entend tout le temps et qui ne correspond à rien. Est-ce qu'on peut manger aujourd'hui ou demain une alimentation de qualité et diversifiée pour tous? La réponse est largement oui. Pour une raison qui est très claire, c'est que le système dans lequel on est gaspille entre 50 et 60 de ce que l'on mange. Les deux tiers avant même que ça ait atteint l'assiette d'un humain et le tiers restant après que ça ait atteint l'assiette d'un humain. Donc, en luttant contre le gaspillage alimentaire, ce qui est une dynamique en cours, on arrive à faire retomber la pression sur l'écosystème et à anticiper la production d'un virage vers une alimentation locale, durable, saine et de qualité. Le deuxième élément par rapport à ceci, c'est la compétitivité et la voie qui a été choisie par la France sur son système alimentaire. On est aujourd'hui un pays qui est fortement exportateur de denrées alimentaires de qualité moyenne à faible, sur lequel on est en train pour ceci de rendre arides nos écosystèmes, d'être le deuxième ou le troisième utilisateur selon la manière de compter de fertilisants par hectare produit dans le monde et d'avoir en fait des contenus où on se bat uniquement sur un prix parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est un constat qui est rude, malheureusement, c'est un constat qui est objectif. Et quand des chaînes alimentaires, on pourrait citer des Danone, des Fleury-Michon et plein d'autres, veulent créer et impulser une dynamique de qualité, très souvent, elles importent. On va par exemple exporter énormément de parties moyennement valorisées d'un cochon de mauvaise qualité à l'autre bout du monde avec beaucoup de subventions européennes, alors que pour ceux qui souhaitent manger du cochon, on importera des productions de produits animaux de bonne qualité, beaucoup plus chères que ce qu'on a exporté,
d'Espagne, d'Italie ou d'Europe de l'Est. Donc, on est sur un modèle qu'il faut remettre en phase avec son quotidien. Et dans le quotidien et dans l'évolution des systèmes alimentaires, pour des raisons de santé publique, il est intéressant de décarner notre alimentation et donc de sortir effectivement une grande partie des produits animaux, mais aussi des poissons que nous mangeons qui ne correspondent plus forcément, à supposer qu'ils aient correspondu à un moment, à une évolution des besoins humains. Il peut y avoir aussi, au-delà de ça, des enjeux éthiques où on sait aujourd'hui que le bien-être des animaux d'élevage doit subir, enfin, doit évoluer très fortement pour qu'on soit en train de passer d'une logique où il subsiste encore trop de maltraitance et de comportements hérités du passé à une logique beaucoup plus pastoraliste où le bien-être est au cœur des préoccupations. Et j'en profite pour avoir un argument que je destine aux cuisiniers avec lesquels on travaille. Quand on cuisine et qu'on transforme un homard ou un cochon ou un bœuf qui a été stressé avant l'abattage ou qui n'a pas une vie heureuse, on perd un point de pH. On a une viande qui est acide, qui ne va pas délivrer en fait les qualités qu'on attend d'elle en termes de vitamines et qui sera perçue comme un produit de qualité moyenne par le client. Donc la reconquête comme ceci d'un élevage performant et d'une résilience alimentaire à côté de chez soi, ça passe par la qualité et par le plaisir à tous les niveaux. Ceux qui vont trouver plaisir à travers un régime 100% végétarien peuvent le faire et ça se marchera extrêmement bien. Ceux qui souhaitent plutôt travailler en interconnexion avec le pastoralisme, continuer à manger des ovoproduits, continuer à boire du lait, manger une viande de qualité de temps en temps, pourront le faire sans avoir d'empreinte accrue sur les écosystèmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un choix du flexitarisme où la contrainte et l'urgence d'agir est là, où c'est une manière de reconquérir nos territoires, nos paysages, nos manières de fonctionner et de fonctionner en économie circulaire et en circuit ultra court, en sachant aussi d'où on habite, qu'est-ce qui se fait sur notre territoire et en ne mangeant pas la même chose si on est à Dunkerque ou si on est à Cannes ou à Nice, en pouvant manger toute l'année, en ayant un impact qui soit très limité sur notre portefeuille et où chacun trouve la diversité et le mode qui correspondent le mieux. Par contre, je voudrais pousser un coup de gueule et notamment, je sais qu'on est très entendu à Sciences Po et personnellement, je suis perturbé par quelque chose. C'est que cette agitation et l'évolution des systèmes alimentaires est une nécessité, elle nécessite de la raison, du pragmatisme et du débat. On a vu un certain nombre de positions idéologiques arriver récemment avec des messages qui sont des messages assez radicaux, sans forcément être dans la discussion et la co-construction, mais en étant en train de formater un discours préparé où soit on est des supporters du discours, soit on est des cibles à atteindre. Le même mouvement est en train de se passer aux États-Unis et on sait qu'il est soutenu par des intérêts financiers très spécifiques sur des enjeux de déstabilisation. Nous pensons que dans le mode de fonctionnement qu'on a actuellement, c'est toujours intéressant d'avoir des lanceurs d'alerte. Il faut des lanceurs d'alerte qui soient en débat et en interaction, mais il nous semble utile de ne pas nous comporter dans une logique de supporters, mais que chacun à son échelle construise le mode de fonctionnement qui lui correspond en essayant d'embarquer autour de lui. Et vous avez dû remarquer que dans cette éthique, on est dans des choix individuels qui vont conditionner un vivre ensemble de la société. Encore une question sur les sujets de résilience. L'eau est un sujet, un enjeu majeur dans la prévention des conflits, un enjeu sur lequel s'engage Green Cross France. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Claude Van Damme qui disait dans 20-30 ans, il n'y en aura plus et c'est pour ça que c'est important? Ou quel est le point derrière cette importance? Alors, Jean-Claude Van Damme, quand il vit aux États-Unis,
à deux voisins immédiats dont il parle de ce sujet. L'un est Sylvester Stallone et le deuxième est Arnold Schwarzenegger. Quand Arnold Schwarzenegger a été gouverneur de Californie, ça a été le premier à devoir gérer le passage d'une société de l'abondance en ce qui concerne l'eau à une société de la pénurie. Et pendant son mandat, ce qui avant était considéré comme un signe de savoir-vivre de chaque Américain, le fait d'avoir une pelouse verte qu'on arrosait et d'arroser sa voiture à l'extérieur, est devenu dans le pays des libertés fondamentales une interdiction et un geste qui était vécu comme un geste de mauvaise citoyenneté. C'est tout l'enjeu et tout ce qu'on a à réapprendre quand il s'agit de fonctionner sur une gestion sereine de l'eau. Cette ressource, qui est absolument fondamentale, euh, on vient de passer la journée mondiale de l'eau et ni vous ni moi n'ont eu la moindre difficulté à prendre un verre d'eau ce matin. Ça coulait tout simplement au robinet. Pour 2 milliards de personnes, c'est une difficulté du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Et d'ailleurs, tant qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a ni petit déjeuner, ni dîner. Donc, ça n'est à ne jamais oublier. Le dérèglement climatique accentue de deux manières la rareté de la ressource en eau. D'une part, l'eau potabilisable est ce que les Anglais appellent l'eau de boisson et en quantité plus rare, mais d'autre part aussi les effets croisés du dérèglement climatique et de la pollution, notamment plastique et des perturbateurs endocriniens, font que le maintien de la qualité de l'eau devient une urgence vitale. Et on a énormément de solutions pour y arriver. Si à l'échelle d'une habitation, d'un immeuble ou de Sciences Po, vous voulez avoir une initiative significative et diviser par deux la consommation d'eau potable du jour au lendemain, c'est possible. Et c'est même extrêmement simple. Le règlement européen qui est sorti en juin 2020 vous permet de récupérer les eaux usées dans un collecteur et de le retraiter à travers ce qu'on appelle une microstation ou une prestation d'épuration et de les faire circuler dans un réseau qui alimentera toutes les toilettes. En faisant ceci, on divise la consommation par deux en eau et on remet les choses au carré par rapport à une question fondamentale. Est-ce que dans une situation de stress hydrique, on a vraiment besoin d'une eau de qualité potable pour tirer la chasse au fond de nos toilettes? Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Il a le mérite d'être cru et percutant pour nous montrer que l'économie circulaire de l'eau est un enjeu de demain et que l'eau a ce site très particulier dans nos vies de tous les jours, c'est que c'est une ressource dont la valeur est inestimable et dont ce qu'on paye quand on paye l'eau, ça n'est pas le fait d'avoir cette ressource à disposition, mais c'est le service de l'eau, ce qui a permis qu'on ait accès à une ressource gratuite. Et c'est pour ça que certains pays, comme le Maroc, ont mis en place une tarification progressive où la qualité de l'eau qui est vitale pour tout le monde, en quantité vitale pour tout le monde, est gratuite et où ce qu'on va payer de plus en plus cher en fonction de sa consommation, ce sont les usages superfétatoires de l'eau. Donc là, on voit aussi tout l'enjeu à trouver un mode de fonctionnement où l'humanité se dit on a suffisamment d'intelligence collective pour préserver tous ensemble notre ressource. Est-ce que c'est quelque chose qu'on découvre au XXIe siècle et qui nous tombe comme la vérité incarnée? Je ne pense pas. Il faut se souvenir que dans les premiers écrits qu'on a retrouvés des Égyptiens, dans les premières lois qu'on a retrouvées et dans le monde romain et dans le monde grec et aussi du côté des Aztèques, des Incas et des Mayas, les textes qui s'apparentaient à des régulations les plus anciens sont dans le domaine de l'eau. Et que d'ailleurs, l'eau est en fait quelque chose qui se traduit à la fois par un droit coutumier et par un droit écrit. Donc, on se rend compte que maintenant, on a beaucoup à faire tout de suite, que la notion d'or bleu du XXIe siècle est vraisemblablement vraie par rapport à la rareté et à la préservation de la ressource, mais ne veut pas dire qu'on en fait un marché, mais au contraire qu'on doit être dans la sobriété heureuse et la gestion d'un capital partagé à la valeur inestimable, et qu'aujourd'hui, l'approche qui prédomine sur l'approche de l'eau, ça n'est pas
de tenter par tous les moyens de ne travailler que une eau qui est produite par des critères physico-chimiques uniquement, mais d'utiliser tout le rapport de l'eau à la biodiversité et à la nature pour arriver à avoir une eau de qualité. Vous le savez probablement, mais la grande majorité de nos villes et de nos métropoles françaises sont traitées de manière physico-chimique, et une petite ville américaine qui s'appelle New York est entièrement traitée en phytoépuration, avec des forêts de bambou, avec des rhizomes et une biodiversité particulièrement active, qui permet d'avoir un système de qualité et une eau qui ne soit pas une eau chimique et donc qui peut être assimilée par la nature très facilement. Monsieur Humbert, je vais vous poser, pour aller vers la fin de cette interview, les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. D'abord, qui est-ce que vous souhaiteriez voir à votre place dans cette interview pour le crayon? Alors, je crois qu'elle est déjà venue, mais je pense que Camille Etienne a beaucoup à partager. Et j'aurais envie de boucler cette boucle en suggérant, c'est plus facile en virtuel qu'en réel, que vous interrogiez Sevan Suzuki. Sevan Suzuki vit aujourd'hui en Colombie-Britannique, pas très loin de l'île de Vancouver. Elle a choisi en fait un mode de vie simple dans une communauté partagée, ce que les Canadiens appellent une réserve d'Indiens, mais surtout elle continue à être très investie sur les enjeux de résilience territoriale et sur le fait d'être capable d'avoir et de proposer un mode de vie qui soit inspirant, qui soit engagé et qui soit également en relation complète avec le monde, tout en étant en harmonie avec soi-même, intégré dans des enjeux politiques, territoriaux, économiques, sociétaux, où on se sent absolument bien. Très bien, merci. Effectivement, Camille Etienne, nous l'avons déjà reçu, mais peut-être pour un prochain, ces invités pour de prochains formats. Et la dernière question, que vous évoque la phrase Trace tes contours, qui est le slogan de notre média Le Crayon? Deux choses particulièrement intéressantes et je me permettrai de faire une petite pique à la fin. La question, effectivement, que chaque pas doit être un but. Phrase vraisemblablement prononcée hâtivement, qu'on attribue parfois à Jacques Chirac, qu'on attribue parfois à d'autres auteurs beaucoup plus classiques, mais dans la notion de trace, on voit souvent le fait de mettre son pas dans le pas de quelqu'un et de marcher dans les pas de quelqu'un. Là, on arrive à une période de l'histoire qui est très particulière, c'est que ceux qui ont donné l'impression de tracer un chemin tout en disant à ceux qui les suivaient, suivez-moi, je sais où je vais, ne savent aujourd'hui plus où ils vont. Et la direction dans laquelle ils nous ont impulsés fait que parfois, on va être obligé d'infléchir la trajectoire. Et donc, la notion de trace, c'est à la fois la capacité à pister, à suivre le chemin, à connaître le chemin, mais aussi à tracer son propre chemin. Et une fois qu'on a tracé son propre chemin, qu'il s'agisse d'un parcours de vie ou qu'il s'agisse de la mobilisation d'une société vers un objectif commun, il faut travailler sur une trajectoire et un champ des possibles. Et plus que de se fixer un seul but, la notion effectivement des contours du champ du possible, c'est-à-dire quel est le monde dans lequel je veux être et quelles sont les lignes rouges que je me permets de tracer par rapport au monde dans lequel je ne veux pas être, et donc on en vient bien à cette notion de contour, est quelque chose qui est extrêmement utile et qui permet de se donner une boussole, d'être en mesure de naviguer et de faire en sorte que quel que soit ce qui arrive sur le chemin, on arrivera à se reprendre et à aller effectivement vers un endroit qui n'était pas forcément prédestiné, mais qui correspond à ce que l'on est. Le dernier point que je voudrais rajouter et qui me semble un troisième mot-clé manquant dans ce concept, c'est aussi la notion d'aller chercher la profondeur des choses et d'aller la chercher dans tous les domaines. On se rend compte, par exemple, que dans les années 80,
On a vraisemblablement confondu en France la science et le scientisme qui est la croissance en la science. Ça a donné la France du Minitel, des centrales nucléaires et du Concorde, et ça a été incarné par des personnages comme Claude Allègre, dont plus aucun scientifique aujourd'hui ne revendique la paternité parce qu'on a compris qu'on n'avait pas la bonne profondeur et pas la bonne perception des choses. Dans le domaine culturel ou artistique, on a énormément d'avant-garde et d'effervescence. Malheureusement, la période Covid nous met dans une situation de frustration culturelle et artistique absolument phénoménale, dont il va falloir très vite qu'on retrouve les points de ressourcement pour être capable d'avoir une nouvelle phase d'émergence qui nous permette de compenser cette frustration. Et dans le domaine éthique, dans le domaine philosophique, dans le domaine géopolitique, des concepts et des mots-clés qu'on pensait un petit peu abscons et qu'on pensait out il y a quelques années sont en train de revenir à grandes enjambées. Ce qui fait que la seule clé de lecture du monde à la surface d'un prisme économique et social en mettant par-ci par-là un peu de gouvernance et un peu d'écologie ne marche plus, et que la question d'être capable de reconnecter à chaque étape le fondamental avec la vision la plus large et la mobilisation par la communication de la communauté la plus large sur la vision la plus large est essentielle. Et j'en reviendrai et j'en terminerai d'ailleurs par un détail de la vie personnelle de notre fondateur Mikhaïl Gorbatchev, que vous connaissez peut-être. Mikhaïl Gorbatchev était ouvrier agricole, ou plus exactement technicien agricole de formation. Ça lui a permis d'avoir deux corps de rappel. Quand il a eu la catastrophe de Tchernobyl, dont la fiction qui est issue d'ailleurs est particulièrement intéressante, il s'est dit que d'une part, vraisemblablement, tous les gens qui étaient sous son autorité lui avaient menti d'une manière ou d'une autre et que les plans de résilience n'étaient pas prêts, mais il s'est rendu compte aussi de la gravité extrême du phénomène et du fait qu'on ne pouvait pas, d'une manière ou d'une autre, continuer à mettre le monde dans telles impasses. Et quand il a vu que le mythe de l'URSS était en train de se déliter, il a réagi en bon paysan en se disant que ce qu'on ne sait pas combattre, il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus vital et beaucoup moins risqué de vivre avec, qu'on ne va jamais remonter contre le courant, mais qu'on va chercher à surfer sur une trajectoire qui est la moins mauvaise possible pour ensuite regarder comment l'infléchir et comment aller vers le meilleur. Et dans la période que l'on vit, ça peut être des choses assez inspirantes. Merci Nicolas Humbert pour cette interview. Merci à vous et surtout bravo au crayon et ravi et bravo pour le ton que vous avez su impulser. J'espère que cette interview vous a plu. Alors, c'était un format un petit peu innovant. Dites-nous en commentaire si ça vous a convenu grâce à la grande qualité de notre intervenant, évidemment, ou si c'est moins satisfaisant comme ça. Bon, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à la relayer, à la partager, à la liker, évidemment, et vous abonner au crayon. Ciao!